Bonjour chers amis joueurs, ici LP, bienvenue sur la chaîne du professeur Board Game pour un nouvel épisode de Kickstarter 101. Aujourd'hui, le jeu que je vous présente est un jeu que je viens tout juste de recevoir. Je suis pas certain s'il est sorti en magasin au moment où je tourne cet épisode-là, mais les backers du jeu viennent tout juste de le recevoir. C'est un jeu qui s'intitule Tiny Epic Quest. C'est un jeu qui a été designé, créé par Scott Helms. Il est tellement petit, je peux vraiment le prendre pour qu'on le voit. C'est un jeu qui a été designé par Scott Helms, produit par Gameland Games. C'est un jeu pour 1 à 4 joueurs qui dure environ 1 heure. Ça va être un jeu où on va déplacer des aventuriers sur une carte et pour aller faire différentes quêtes pour accumuler des points de victoire. C'est un jeu qui est compétitif. Il y a une mécanique de pousse ta chance à l'intérieur, là, de push your luck, comme on dit en anglais. Et c'est un jeu qui va rappeler beaucoup au niveau de sa thématique, au niveau visuel, au niveau des objets qu'on peut trouver. Le type de jeu Zelda. On aventure, on combat des monstres, on explore des donjons souterrains pour trouver de l'équipement, etc. Comme d'habitude, je montre comment on place le jeu, je vous explique comment on y joue et je vous dis à la toute fin qu'est-ce que j'en pense. Première étape de la mise en place, ça va être la mise en place individuelle de chaque joueur. Chaque joueur va avoir à refaire la petite mise en place qu'on va faire ici. Il y a une petite carte qui vient avec chacun des joueurs où on a une espèce d'échelle qui va de 1 à 10 dans le haut de la carte qui va servir à mesurer les points de pouvoir, les points de vie de chaque joueur. On a des petits jetons qui servent à indiquer le maximum qui va changer en cours de partie, autant pour les points de vie que pour les points de pouvoir. Il y a des petits icônes à 3 et à 6 indiquant les maximums de départ. On va utiliser ces deux jetons-là pour s'en rappeler. Puis on a un petit jeton qui indique le nombre de points de vie que le joueur a à tout moment et le nombre de points de pouvoir que le joueur a à tout moment. Donc ça ici, ça va changer par des règles spéciales. Celui-là va changer à chaque fois que le joueur utilise son pouvoir ou se fait approcher. Ici, j'ai 3 icônes qui indiquent les 3 objets légendaires que chaque joueur peut aller collecter en cours de partie. Fait qu'on va aller chercher tout simplement les objets en question. On y reviendra plus tard comment ça fonctionne. Puis on va les placer sur chaque fiche de joueur. Fait qu'on a une épée, un bouclier puis un bâton magique. Les joueurs vont commencer avec une carte aventure du côté aventure. La carte est recto verso, il y a un côté rest et un côté aventure. On va commencer du côté aventure. Il y a 3 jetons, 3 petits meeples qui sont particuliers en ce sens où ils ont 2 espaces pour qu'on puisse leur équiper des items. Et il y a le pion premier joueur qui va être désigné. On dit les derniers à avoir fait un scavenger hunt. Le dernier joueur à avoir fait ça commence avec le pion premier joueur. Fait que de façon générale, on va trouver une autre méthode. Vu que c'est relativement rare. En deuxième lieu, on va avoir à construire la map, la carte sur laquelle nos aventuriers vont se déplacer. Les cartes pour les cartes qu'on va avoir à placer, qui vont servir à construire cette map-là, sont en 2 types. Il y a une série de cartes qui ont des châteaux dessus. Il y en a 4, une par couleur de joueur. Puis il y a toutes les autres séries de cartes qui sont au nombre de 13. Première chose qu'on va faire, c'est que dans cette série de cartes-là, on va embrasser 5, puis on va les placer pour former une espèce de croix. Fait que 1, 2, 3, 4 et 5. Ensuite, sur les 4 coins de ce qu'on vient de placer, on va aller placer justement les châteaux pour former une espèce d'espace central. Fait que très important, les châteaux forment les 4 coins. Et pour terminer, on va aller placer ce qu'on appelle dans le jeu la côte. Fait qu'on va placer 2 cartes comme ça ici de chaque côté du plateau pour former quelque chose de relativement symétrique. Et comme ça, on va avoir utilisé toutes les cartes et on a notre espace sur lequel nos aventuriers vont se promener. Et voici à quoi ça ressemble quand tout est placé. Donc on a la map qu'on a construite tantôt. Sur la map, il y a différents éléments. Il y a un élément en fait qu'il faut aller placer. On a des jetons comme ça qu'on voit ici dans la réserve en haut qui sont des jetons gobelins. Il faut aller en placer un sur chaque faille. Ici, il me reste une faille à les placer. On les place toujours du côté vert pour commencer dans la mise en place du jeu. Sur chacun des 4 châteaux, on va aller installer les 3 pions que chaque joueur a. On installe une partie à 2 joueurs, on a le joueur bleu qui commence avec ses 3 pions bleus, et notre joueur jaune va commencer sur son château avec ses 3 pions jaunes aussi. Les autres éléments de matériel, on y reviendra sur chacun plus en détail plus tard, je les présenterai rapidement. On a 5 cartes de mouvement que les joueurs vont avoir choisi pour déplacer leur héros. On a notre pile de dés qui va servir à faire de l'aventure la nuit. On a un paquet de cartes quête, on en révèle 3 pour commencer. Et là ici on a un bon exemple, à chaque fois il y a 2 types de quêtes dans le jeu, des cartes trésors, des cartes de mouvement. Si on a un seul des 2 types, on va toujours défausser la dernière carte qu'on a révélée jusqu'à temps qu'on ait au moins une carte de chaque type, trésor, mouvement. Les cartes trésors sont faciles à reconnaître, c'est les cartes qui donnent les objets spéciaux. On a d'ailleurs notre petit rack à objets spécial qui vient, on a 12 objets qui viennent sur un petit support en bois qui vient à l'intérieur du jeu. Et finalement, on a 2 pistes ici. On a la piste de tour de jeu. Une partie dure 5 tours de jeu, puis on a un pion ici qui va nous aider
à se rappeler on est à quel tour, puis on a en même temps le rappel du score de fin de partie, comment il fonctionne. Et on a une petite piste de magie ici, on va la voir plus en détail tout à l'heure, mais pour l'instant, on retient que chaque joueur a un pion à sa couleur qui commence à gauche de la piste et un petit champignon qui commence sur le 0 dans le haut de la piste en début de partie. On va placer notre réserve de gobelins pas loin pour que les joueurs y aient accès, puis on est prêt à commencer à jouer. Dans Tiny Epic Quest, chaque tour de jeu est en 2 phases. Dans la première phase, c'est une phase dite de jour, où les personnages vont se déplacer sur le plateau pour se rendre à différents endroits, jusqu'à temps que chaque joueur ait épuisé le nombre d'actions qu'il y a dans la phase de jour. Quand la phase de jour est terminée, on fait une phase de nuit où on résout les actions qu'on a décidé de faire de jour. Et ensuite, à la fin de la phase de nuit, le tour est terminé. On a une petite phase de ravitaillement, des gobelins vont réapparaître, etc. À la fin de 5 tours de jeu comme celui-là, on compte celui qui a le plus de points de victoire. On a 3 échelles ici. Les gobelins tués, les quêtes accomplies et le niveau de magie atteint vont donner des points de victoire, ainsi que le nombre d'objets légendaires qu'on va avoir accumulés. Celui qui a le plus de points de victoire l'emporte. Donc, comment fonctionne la phase de jour plus en détail? Elle fonctionne avec ces 5 cartes ici qui sont les 5 cartes mouvement. La façon que ça fonctionne, c'est qu'en commençant par le premier joueur, celui qui va posséder ce pion-là, le premier joueur va choisir l'une des cartes, celle de son choix, il va la lever du reste de la rangée pour indiquer qu'il se déplace. Chaque carte indique le type de déplacement qui est permis. Dans ce cas-ci, j'ai choisi de me déplacer par radeau, donc on va se déplacer en suivant la rivière, c'est-à-dire de haut en bas sur la carte principale. Quand le premier joueur va avoir fait son déplacement, chacun des autres joueurs, le deuxième, le troisième et éventuellement le quatrième joueur, va décider s'il fait le même déplacement ou s'il reste immobile. Une fois que chaque joueur a pris cette décision-là, la carte est tournée, la rendant indisponible pour le reste du tour. Le deuxième joueur choisit une autre carte, la lève, fait le déplacement. Chacun des autres joueurs décide de suivre le mouvement ou de rester immobile. La carte est tournée, puis on continue comme ça jusqu'à temps que 4 des 5 cartes aient été retournées. Quand 4 des 5 cartes ont été utilisées, la phase de jour est terminée. Et ce, peu importe le nombre de joueurs. Si on joue à 4, chaque joueur va choisir une carte. Si on joue à 2, chaque joueur va choisir 2 cartes. Mais dans tous les cas, le nombre de joueurs va toujours avoir eu 4 possibilités pour déplacer ses pions pendant une phase de jour. Petit détail à bien comprendre pour bien maîtriser la façon dont on fait les mouvements. Si par exemple, j'avais choisi ici un joueur qui a décidé qu'il se déplaçait en radeau, fait que le joueur qui est jaune a décidé de se déplacer en radeau, fait qu'il prend son personnage, il suit la rivière, donc il se déplace d'une case vers le haut. Le joueur bleu peut faire le même choix. Si le joueur bleu décide de ne pas bouger, en autant qu'il possède au moins un de ses meeples dans un des châteaux de joueurs, peu importe lequel, par exemple comme ceci, il peut décider de se redonner un point de vie ou un point de pouvoir sur sa petite échelle ici. S'il décide plutôt de faire le mouvement, il va avoir à suivre le même mouvement. Dans le cas du radeau, on monte de haut en bas tout simplement, aussi loin qu'on peut vouloir aller sur la carte. Par contre, on voit ici que j'ai des gobelins qui sont agressifs, c'est-à-dire qu'ils sont sur leur face rouge. Si j'ai un gobelin que je dois traverser, donc je dois traverser sa carte, je vais avoir à dépenser l'un de mes points de pouvoir sur ma petite carte à moi ici, donc sur mon jeton qui ne ressemble pas du tout à un Triforce, je vais avoir à dépenser un point de pouvoir pour avoir le droit de passer une zone où il y a un gobelin rouge. Par contre, je ne compte ni la zone de départ, ni la zone d'arrivée. Dans ce cas-ci, si je me déplace d'ici à ici, je n'aurai pas besoin de dépenser de points de pouvoir. Par contre, si je me déplaçais d'ici à cette zone-ci, mais là, j'aurais à dépenser un point de pouvoir parce qu'il y a un gobelin agressif dans cette zone-ci. Un autre exemple, si je me déplaçais de cette façon-ci, là, je n'aurais pas à dépenser de point de pouvoir parce que le gobelin que je traverse n'est pas dans sa position agressive. Il est sur son côté vert, donc non agressif. Autre petit point de détail, les cartes sont toutes divisées en 2 zones. Il y a une zone à gauche et une zone à droite pour chacune des cartes. De façon générale, il y a une des 2 zones sur laquelle on pose son personnage, puis la deuxième partie de la zone explique qu'est-ce que cette zone-là, à quoi elle sert, quel est son pouvoir. Fait qu'on voit ici que j'ai un gobelin que je peux aller combattre, il y a un endroit pour poser mon personnage, puis on dit que ça, c'est un endroit où je vais attaquer un gobelin. Ici, j'ai une espèce de champignon sur lequel je peux aller, puis un petit pouvoir dans le bas. On reviendra tout ça plus tard. Je peux aller sur une zone où j'ai déjà un personnage de ma couleur, ça, il n'y a pas de restriction. La seule règle à suivre, c'est que je dois changer de carte quand je fais un déplacement. Sinon, je dois décider de rester mobile. Je ne peux pas passer de la zone qui est à gauche à la zone qui est à droite. Ils sont considérés comme 2 zones différentes. Mais quand j'utilise une carte de déplacement, je dois changer de carte au complet, que ce soit pour aller à gauche ou à droite. Maintenant, à quoi servent les différents lieux où on peut aller? Je les présente rapidement, puis certains, on en reviendra plus en détail. Mais d'abord, il y a 3 lieux où on peut aller faire des aventures.
Il y a les temples. Les temples sont indiqués avec une espèce de petite échelle comme ça, sur laquelle il y a soit des parchemins, soit des torches. Et il y a différents types de temples, un peu à la Zelda. Fait qu'on a le temple du désert, le temple de feu. On va avoir ici, un peu plus loin, il y a le temple de glace, d'eau, de forêt, etc. J'ai les châteaux, qui sont les zones de départ de chacun des joueurs. On a le château vert ici, le château bleu. Mais c'est aussi les zones sanctuaires, si on veut. Fait que c'est des zones où on peut retourner pour aller chercher des points de pouvoir, des points de vie. J'ai des obélisques. Les obélisques, c'est des petites zones comme celle-ci où on va déposer son meeple dessus qui vont servir à apprendre des sorts. Et l'icône du sort qu'on va apprendre est indiquée dans le bas de chacun des obélisques qui sert à ça. J'en ai un ici, puis j'en ai un ici qu'on peut voir, même un ici qu'on peut voir à la caméra. Il y a les portails. Les portails, on va déposer son meeple en dessous du portail, sont indiqués par cette espèce de symbole-là, et de façon générale, il y a un gobelin dessus. C'est là qu'on va aller si on veut combattre des gobelins, qui sont l'une des façons de marquer les points qui tournent. Finalement, il y a un paquet de champignons sur le plateau, on en voit un ici, on en voit un autre là. Les champignons ont tous des effets variés, et dès qu'on arrive sur un champignon, on va déclencher l'effet qui est indiqué en dessous. Par exemple, celui-là, je regagne 2 points de vie pour chacun de mes héros qui est présentement à l'extérieur de mon château. Mon château à moi est vide, ça me permettrait de regagner 6 points de vie directement sur ma fiche. Puis après, si je le redéplace, là, je vais déclencher autre chose. Donc les champignons, c'est des pouvoirs spéciaux. Maintenant, quand la phase de jour est terminée, on passe à la phase de nuit, la phase d'aventure en tant que telle. Pour des raisons de simplicité, j'ai pris juste une partie de la map sur laquelle on va se concentrer pour voir comment ça fonctionne. Évidemment, ça fonctionne de la même façon partout ailleurs sur la map. En commençant par le premier joueur, celui qui possède le pion, premier joueur, il va décider s'il part à l'aventure ou s'il se repose, s'il fait un rest. S'il décide de se reposer, il va tourner sa carte et lui, sa phase d'aventure est terminée, il ne participe plus à rien. Il ne peut plus être endommagé, par contre, il ne peut plus profiter des bénéfices de l'aventure. Quand on commence, de façon générale, comme on est en pleine forme, on va décider de faire l'aventure. Comment ça fonctionne? C'est que le premier joueur va prendre les 5 dés qui sont ici, il va les lancer et il va les résoudre dans un ordre particulier. Mettons, pour les bienfaits de mon exemple, c'est ceci qu'il a roulé. Première chose qu'il va faire, c'est qu'il va distribuer les dégâts. S'il y en a seulement un, pas de problème, il va prendre 1 point de dégâts. Si les dégâts sont ce petit symbole-là, la petite tête de gobelin rouge. Par contre, s'il avait roulé plusieurs dégâts, les dégâts vont être partagés équitablement entre tous les joueurs qui sont présentement en mode aventure. Donc le premier joueur va prendre le premier point de dégâts, le deuxième joueur va prendre le deuxième point de dégâts, et le troisième joueur s'il y en a un, mais dans ce cas-ci on est à 2, donc ça revient au premier joueur pour prendre le troisième point de dégâts. Quand les dégâts sont tous distribués, on fait la distribution des points de pouvoir s'il y en a qui ont été roulés. Et ça fonctionne exactement de la même façon. Le premier joueur prend le premier point de pouvoir, le deuxième joueur prend le deuxième, le troisième prend le troisième, ou on revient au premier joueur si on avait roulé plus de 2 points de pouvoir. Premier joueur, premier joueur, ainsi de suite. On ne peut évidemment pas dépasser notre maximum de points de pouvoir. À tout moment pendant cette phase-là, s'il y a un joueur qui prend des points de dégâts, il peut, à la place de prendre le point de dégâts, décider de sacrifier 2 points de pouvoir pour se protéger d'un point de dégâts, et ça, c'est rappelé sur sa fiche juste ici. Quand ces points-là ont été faits, et c'est obligé de les faire dans cet ordre-là, dégâts en premier, pouvoir en deuxième, on va conjurer la magie. Chaque petit champignon qui a été roulé comme ceci va nous faire augmenter le pion de magie, le champignon, sur la piste de magie. Et à chaque fois que les champignons sont roulés, on avance comme ça sur cette piste-là. Quand ces icônes-là sont faits, c'est là qu'on va l'utiliser le reste des icônes. S'il y a des torches, des parchemins ou des points, avec des points d'attaque qui ont été roulés, ils peuvent être utilisés également par tous les joueurs. Donc ici, on voit qu'il y a une torche. Fait que tous les joueurs qui seraient sur un donjon sur lesquels il y a une torche, par exemple, si on avait eu ce petit donjon juste ici et que joueur jaune aurait été là, il aurait pu utiliser cette torche pour avancer d'une case sur le donjon. On voit qu'un petit peu plus loin sur le temple, ça va y prendre 2 icônes de torche pour pouvoir avancer d'une seule case. Donc il va falloir que sur un résultat, il y ait ceux-ci qui apparaissent pour qu'ils puissent avancer d'une case. Les temples qui sont ici sont des temples qui nécessitent des parchemins pour avancer. Donc l'icône de parchemin, comme ça, va permettre à des joueurs d'avancer. Je précise, tous les joueurs s'en servent. Avec le jet qui a été ici, et le joueur bleu et le joueur jaune peuvent avancer sur le temple. Et même s'ils sont sur le même temple, les deux peuvent avancer en se servant de l'icône. Les points, comme ça, de dégâts vont servir à attaquer les gobelins.
Quand on commence un combat sur un gobelin, on voit ici qu'il y a une espèce de petit point doré sur le dessus quand le gobelin est à l'endroit, qu'on va aligner vers le haut. Pour chaque point de dégâts qu'on lui inflige, on va tourner le gobelin comme ça jusqu'à un maximum, jusqu'à temps que le rouge soit vers le haut. On ne retire pas le gobelin de là-dessus au moment où ça arrive. Donc, dans mon exemple ici, j'ai un point vert, on tourne le gobelin de 1. Le jaune peut faire la même chose. Un point vert, tourne le gobelin de 1. Quand joueur 1 finit d'appliquer ses dés, joueur 2 fait la même chose. Il décide s'il va à l'aventure ou s'il se repose. S'il se repose, il lance le dé et il utilise les choses de la même façon. Dans ce cas-ci, pas de dégâts à distribuer, pas de pouvoir à distribuer. Le marqueur de magie avance de 2. Ça, c'est fait. Ensuite, on peut faire 2 de dégâts sur tous les gobelins qui sont présentement en confrontation avec un joueur. Et ceux qui sont sur un temple avec une torche, il n'y en a pas dans mon exemple, peuvent avancer. Puis on continue comme ça jusqu'à temps qu'un joueur décide de passer. Quand un joueur décide de passer, son tour se termine. Et là, il se passe différentes actions. La première est la plus simple. Si un joueur décide de passer alors que son jeton est sur la dernière case d'un temple, on considère qu'il a réussi à résoudre, à explorer, il a réussi l'aventure du temple. Si un joueur passe et qu'au même moment, il y a un gobelin qui est sur la face rouge, on considère qu'il l'a vaincu. Pour les sortilèges, c'est un petit peu plus compliqué, je vais y revenir dans une fraction de seconde. Donc, s'il passe, il va récupérer ses pions qui sont à la dernière marche d'un temple, il va récupérer ses pions qui sont face à un gobelin. Si le gobelin est battu, il va récupérer aussi le jeton gobelin comme trophée. Et il va récupérer tous ses pions qui sont à un obélisque en train d'apprendre un sort. S'il y avait des pions ailleurs, par exemple s'il y avait un pion sur un champignon, le pion va rester là. S'il y avait un pion qui est dans un temple mais pas à la dernière marche, il va aussi rester là. Et finalement, pour chaque pion qu'il récupère, il va gagner un point de pouvoir et un point de magie à son choix. Et les pions récupérés vont retourner à son château. J'ajoute comme détail, quand on est dans un temple, quand on est en train de faire une quête de temple, peu importe à quel point on est, à n'importe quel moment de notre tour de jeu, et c'est rappelé sur notre petite carte ici, on peut dépenser 2 points de pouvoir pour se donner soit une torche, soit un parchemin, et c'est tout à fait combinable avec les dés. Donc dans ce cas-ci, bleu pourrait dépenser 2 points de pouvoir pour avancer là, et s'il était là et il avait roulé ceci comme résultat de dés, en ayant une torche et en la combinant avec la torche qu'il gagne avec 2 points de pouvoir, il aurait pu avancer jusqu'à cette case-ci. Je précise certains éléments pour que ça soit bien clair. Les gobelins ne sont pas vaincus tant que le joueur n'a pas décidé de retourner sa carte en se reposant, et les temples ne sont pas accomplis de la même façon tant que le joueur n'a pas décidé de retourner sa carte. Donc si par exemple le joueur jaune à son tour a réussi à se rendre là, a réussi à combattre son gobelin, lui en lançant les dés, mais que malheureusement il n'y a plus de pouvoir, il ne lui reste qu'un seul point de vie, et que pendant le tour du joueur bleu, il est encore considéré comme étant en aventure, et on roule ceci, mais joueur bleu va se prendre un point de vie, mais joueur jaune va se prendre un point de dégâts lui aussi, ce qui le rend, le terme qu'il utilise dans le jeu, exhaust, ce qui le rend épuisé. Il va automatiquement récupérer tous ses héros qui vont retourner sur son château. Il va se remettre à 6 points de vie et à 3 points de pouvoir, ses valeurs initiales, mais par contre, il n'est pas considéré comme ayant réussi le château, et ce gobelin-là n'est pas vaincu, il reste sur place. Donc, il y a un petit élément de pousser sa chance où on doit être sûr que ça va pouvoir revenir à nous au moins assez longtemps pour qu'on puisse prendre le temps de se reposer. Et la phase de jeu va continuer jusqu'à temps que tous les joueurs aient décidé de se reposer, puis c'est juste là que la phase de nuit se termine. Tant que j'avais dit, je reviendrai un petit peu sur le système de magie. La magie dans ce jeu-là, dans le fond, c'est une façon de scorer ses points. On a un niveau de magie qui est représenté par les icônes qui sont dans le bas ici. Fait que c'est une espèce de librairie de grimoires qu'on possède. En commençant par le niveau 1 jusqu'au niveau 10. Évidemment, les deux joueurs vont commencer à niveau 0. Encore une fois, j'ai juste installé une partie de la carte pour qu'on puisse comprendre bien comment ça fonctionne. Fait que tout au long de la phase de nuit, les héros vont avoir lancé les dés et il va y avoir eu ces icônes-là qui vont être ressorties qui font avancer le petit champignon. Comment on fait pour apprendre des nouveaux sorts? C'est que sur la carte, les obélisques indiquent les sorts qu'on veut essayer d'apprendre. Fait qu'ici, par exemple, mon pion jaune, il est présentement de niveau magique 0, il n'est pas encore placé, et il essaie d'apprendre le sort serpent, qui est le premier sort, le premier niveau de sort. Tandis que mon pion bleu, toujours de niveau 0, il essaie d'apprendre le troisième sort, le sort crabe, ou araignée, je ne suis pas certain, je pense que c'est araignée. Il essaie d'apprendre le sort araignée.
Dans les deux cas, ça marche de la même façon. Au fur et à mesure qu'on avance, puis qu'on roule les parchemins, puis qu'on roule les torches, puis qu'on prend des dégâts, puis qu'on prend du pouvoir, ce jeton-là, il va avancer. Et on voit ici qu'il y a différentes zones d'apprentissage des magies. On a la zone 0, qui est indiquée ici, qui se rend jusqu'à la barre bleue qui est ici. On a la zone 1, qui arrête juste ici, la zone 2, qui arrête juste ici, et finalement la zone 3, qui est à la toute fin. Pour réussir à apprendre un sort, ce qu'il faut faire, c'est se rendre suffisamment loin sur la piste de magie pour combler l'écart qu'il y a entre notre niveau actuel et celui qu'on essaie d'atteindre. Donc dans ce cas-ci, le pion jaune, lui, espère que le champignon magique se rende au moins dans la zone de 1. Il est à 0, il veut se rendre à 1, donc ça va lui prendre un niveau de magie pour être capable d'apprendre son sort. Tandis que le joueur bleu, lui, a décidé d'être un peu plus parieur. Il espère que le champignon se rende jusqu'à la fin, zone 3. Si il réussit à survivre jusqu'à temps que le champignon soit rendu dans la zone 3, ben lui, son sort, il y a une différence de 3 entre le niveau qu'il essaie d'apprendre et son niveau actuel. Fait que s'il réussit ça, et il réussit à survivre assez longtemps pour être capable d'avoir amené le champignon là et d'avoir tourné sa carte du côté Rest, quand il va récupérer son jeton, son meeple au moment où il passe, il va réussir à avancer son niveau de magie jusqu'à 3, puis le jaune va juste l'avoir avancé jusqu'à 1. Et ça marche comme ça tout au long de la partie. Fait que si par exemple plus tard dans la partie, le joueur jaune est juste ici, et il se rend là pour essayer d'apprendre le dernier sort du jeu, une espèce de vague tentaculaire, mais tout ce qu'il va avoir à faire, c'est essayer de rouler les dés jusqu'à temps que le champignon soit dans la zone 2, puisqu'il y a 2 niveaux d'écart entre le niveau qu'il vise et son niveau actuel. Je précise pour terminer cette partie que plus on avance dans la magie, plus le tour devient dangereux. Si la magie est à 0 ou à 1, il n'y a pas de nuance significative. Par contre, si le champignon magique est dans la zone 2, les dégâts infligés par les faces rouges sont doublés et les pions pouvoir ne rapportent rien. Et si on est dans la phase 3, ben les effets sont encore pires, sont indiqués ici sur la carte en guise de rappel. Donc c'est très dangereux d'essayer de faire pousser sa magie très très loin. Maintenant, les quêtes, comment on les gagne? Ben, en faisant ce qui est écrit sur la carte quête, de façon générale. Pendant la phase jour, on va être capable de réussir les quêtes, de façon générale, les quêtes de mouvement. C'est tout simplement indiqué sur la quête comment on doit faire pour la réussir. Fait que si je réussis à placer 3 de mes pions en ligne, en diagonale, quelque part sur la carte, je vais réussir cette quête-là, elle va me donner 3 points de vie. Puis je vais la prendre et la garder près de ma fiche de personnage comme trophée en fin de partie. Pendant la phase jour, le premier joueur qui réussit une quête va tourner le pion premier joueur, peu importe qui le possède. Ensuite, il va remplacer la quête en tournant vers la droite tout ce qui reste et en la remplaçant par une nouvelle quête. Comme je l'ai dit précédemment, si les 3 quêtes sont du même type, fait que soit des quêtes trésors qui donnent des objets, soit des quêtes mouvement, on va remplacer la carte qui vient d'être pigée jusqu'à temps qu'on ait les 2 types de quêtes possibles. Pendant la phase jour, il est aussi possible de réussir les quêtes de temple. Si par exemple on s'est rendu à l'avant-dernière étape d'un temple et on utilise le pouvoir magique d'un champignon qui nous fait avancer dans un temple, on peut réussir certaines quêtes de temple. Le premier joueur qui réussit une quête de temple va gagner la quête qui lui est correspondante si plusieurs joueurs réussissent dans le même tour de jeu. Je précise aussi que pour les quêtes de mouvement, on peut réussir juste une quête par carte de déplacement. Si j'ai réussi à me positionner d'une certaine façon qui me fait réussir 2 quêtes différentes, je choisis juste une des 2 que je peux faire. À la prochaine carte de déplacement, je pourrais essayer d'en faire une autre. À la fin du tour de jeu, si ce pion-là n'a pas été tourné, ça veut dire qu'il n'y a pas de quêtes qui ont été accomplies pendant la phase de jour. On va toujours défausser la carte de droite, faire avancer le reste et tourner une nouvelle carte pour qu'on puisse avoir une certaine variété de cartes. Pendant la phase de nuit, donc pendant la phase où on lance les dés, les quêtes de trésors peuvent être accomplies. Celui qui réussit la quête, c'est le premier à avoir été jusqu'à la dernière étape du temple qui est demandé. Dans ce cas-ci, c'est le temple de feu, donc le premier qui se rend à la dernière étape du temple de feu, et qui décide de tourner sa carte d'aventure de l'autre côté. Très important. Le premier à faire ça va remporter la carte de trésor et va remporter aussi l'objet qui est correspondant. Dans ce cas-ci, c'est une lanterne. Quand tout le monde a terminé sa phase nuit, a récupéré ses cartes quêtes, a récupéré tout son monde, on arrive à la phase de fin de tour en tant que telle. Qu'est-ce qui se passe? Ben, chaque joueur va retourner sa carte aventurier du bon côté. Les cartes de mouvement qui ont été utilisées dans le tour, on les retourne pour les rendre à nouveau disponibles. Le marqueur de tour de jeu
va avancer d'une case vers le deuxième tour. Si on est à la fin du cinquième tour, on fait le décompte final. Le pion premier joueur, on le passe au joueur suivant. Si jamais il avait été retourné, indiquant qu'une quête était faite pendant le jour, on le remet de ce côté-là pour s'en rappeler. Sur le plateau, on a notre indicateur de magie, il va retourner au début, puis ça va être à re-remplir au prochain tour. Finalement, sur le plateau, s'il y a des zones où des gobelins ont été tués, on en fait apparaître des verts. Et s'il y a des zones sur lesquelles des gobelins sont encore présents, on les tourne du côté agressif, rendant ces gobelins plus difficiles rendant ces zones plus difficiles à passer au travers. Dernièrement, avant de parler du score final, c'est les objets spéciaux du jeu. Il y a 3 objets légendaires, puis il y a 12 objets de quête. Là, il y en a 2 ici, comme on voit, ce personnage bleu réussit 2 quêtes qui lui donnent des petits objets. Et il y a 3 objets légendaires. Premièrement, les objets légendaires, pour les faire, il faut réussir les temples qui sont sur la fiche du personnage dans l'ordre précis qui est indiqué, puis il faut les réussir dans des phases différentes. Si par exemple dans la même phase de nuit, je réussis le temple d'eau et le temple d'ombre, je vais avancer mon épée juste d'une case. Si dans une phase nuit, je réussis le temple d'eau, je vais avancer là, et dans la phase de nuit suivante ou de jour suivant, je réussis la deuxième partie de la quête, je vais avancer mon objet légendaire, et quand il arrive à la dernière case, il est débloqué et je peux l'équiper à un de mes meeples. Même chose pour chacun des objets. Donc je ne peux pas les faire en même temps, mais je dois faire 2 temples pour débloquer chacun des objets, et il donne des points de victoire à la fin de la partie. Les objets de trésor, les objets de quête ne donnent pas de points de victoire à la fin de la partie, sont au nombre de 12 et je dois accomplir certaines quêtes pour les débloquer. De façon générale, une fois qu'on a débloqué un objet, on va l'équiper sur un de nos petits meeples et ça va débloquer un pouvoir particulier. Fait que l'adolescent en nous devrait beaucoup aimer ça. Les épées, boucliers et bâtons magiques sont inscrits sur la fiche. Les autres objets sont indiqués sur la carte, qu'est-ce qu'ils font. Fait que chaque objet qu'on a doit être équipé sur un meeple pour pouvoir être utilisé, et de façon générale, c'est juste ce meeple-là qui peut utiliser l'objet. Finalement, quand on est sur notre propre château, nos pions meeple peuvent s'échanger gratuitement les objets entre eux. Puis si jamais on récupère plus d'objets qu'on a de place, chaque meeple a 2 places, on les garde près de soi, et dès qu'un meeple passe à notre château, on peut lui équiper les différents objets qu'on a trouvés. À la fin de la 5e phase de nuit, donc à la fin du 5e tour de jeu, on fait simplement un décompte des points. Il y a 4 choses qui vont compter dans les points. Premièrement, il y a le niveau de magie qu'on a atteint. On voit qu'ici, bleu a atteint le niveau de magie 6. 6 sur le niveau de magie, ça va me valoir 6 points en fin de partie. Deuxièmement, il y a le nombre de quêtes réussies. Bleu n'a pas été très efficace, il a réussi 2 quêtes, ce qui me fait perdre un point de victoire en fin de partie. Donc on est à un total de 5 jusqu'à maintenant. Il y a troisièmement le nombre de gobelins tués pendant la partie. Bleu, encore une fois, pas été très efficace. Il en a tué 3, ce qui lui rapporte quand même 6 points de partie, 6 points de victoire, ce qui nous amène à un total de 11. Chacun des 3 objets légendaires, épée, bouclier, bâton magique, rapporte 4 points. Bleu est maintenant un total de 15. Probablement que c'est pas lui qui va gagner. Si jamais il y a un bris d'égalité, il y a 4 éléments pour le partager. En premier, c'est le joueur qui a réussi le plus de quêtes. En deuxième, c'est le joueur qui a tué le plus de gobelins. En troisième, c'est le joueur qui a le niveau de magie le plus élevé. Et le dernier bris d'égalité, c'est le joueur qui a le plus d'items, incluant les objets légendaires et les objets de trésor. Celui qui va en avoir le plus va être déterminé vainqueur. Fait que pour terminer, qu'est-ce que je pense du jeu? Moi, je suis quand même un assez bon amateur de la série Tiny Epic, que ce soit Kingdom, Galaxy, Defenders, Western ou maintenant Tiny Epic. Quest, je les ai pour la plupart, puis c'est encore une belle addition à cette collection. C'est peut-être la meilleure qu'ils ont faite jusqu'à maintenant dans la série. Premièrement, la thématique, elle nous parle beaucoup, nous qui avons grandi avec des jeux comme Zelda, je sais pas si vous avez remarqué, mais c'est fortement inspiré de Zelda. Le pion de pouvoir, c'est clairement la Triforce. Comme le professeur me le disait tantôt, il n'y a pas tellement de jeux qui utilisent le boomerang comme arme dans un jeu avec des bombes, des rubis, des épées, des arcs. Donc c'est très thématique Zelda, fait que ça c'est une phase du jeu, c'est super intéressant. Les composantes, comme toujours dans la Board Game Game, sont très jolies, sont très belles. Sont généralement, ça je vais y revenir, sont généralement bien faites et utiles. Il y a un effet, l'aspect push your luck qui est super intéressant parce qu'il ne faut pas juste calculer qu'est-ce qu'on fait pendant son tour, mais il faut être capable de calculer si on va survivre au tour des autres joueurs. Si on joue à 4, puis là je prends une chance pour jouer un tour de plus pour essayer de me rendre à la dernière étape d'un temple ou au niveau de magie dont j'ai besoin, il faut que je me demande est-ce que je vais survivre au tour des 3 autres joueurs. Le prochain joueur, c'est pas mal sûr parce que ses dégâts à lui sont séparés avec 3 joueurs après lui. Le joueur d'après, je suis le deuxième à manger les dégâts, puis le joueur suivant, je suis celui qui mange les dégâts juste après lui. Est-ce que je vais réussir à passer au travers de ça pour être capable à mon tour de rester puis de récupérer tous mes bonus? C'est une mécanique qui est super intéressante, puis le jeu,
s'ajuste bien selon le nombre de joueurs. Les tours sont pas tellement plus longs à 2 qu'à 4. Ça se fait assez rapidement sur le plateau. Puis le nombre d'actions est toujours le même, peu importe le nombre de joueurs, ce qui est intéressant aussi. Tu vas toujours faire 4 actions avec tes 4 bonhommes. Puis il n'y a rien qui se bloque sur le plateau. Fait que c'est pas comme un worker placement. Si quelqu'un va sur tel champion que j'ai utilisé, je peux y aller moi aussi, il n'y a rien qui m'empêche d'y aller. Je peux y aller même avec 2 bonhommes. C'est pas un problème. Fait qu'on est très libre dans ce qu'on veut faire. Ce qui est très très positif. Dans les côtés négatifs, c'est les tiny epics. Ce qui est fatigant à la longue, c'est qu'ils sont tiny epics. Ils sont très très petits. Il y a certaines composantes qui sont difficiles à manipuler. Les jetons de points de vie, les jetons surtout de maximum de points de vie puis de maximum de points de pouvoir, on n'arrête pas de les accrocher et de plus se rappeler où on en est. C'est problématique. Surtout que le jeton maximum de points de vie de pouvoir, je ne l'ai pas dit dans la vidéo, mais dans le fond, chaque gobelin qu'on tue augmente notre maximum de points de vie de 1, puis chaque niveau de magie qu'on atteint augmente notre niveau de pouvoir de 1. Mais ces petits jetons-là, qui sont tout minuscules, sont jamais positionnés à la bonne place, puis on a tout le temps besoin de recompter, parce qu'on n'est pas capable de le garder en place solidement. Même chose pour ce petit présentoir-là, qui est tout minuscule, avec tous les objets sur papier, c'est une bonne idée. Concrètement, on n'arrête pas de se casser les doigts à essayer de sortir les objets de là. Une fois qu'on les a, là, je l'ai monté pour la vidéo, c'est la dernière fois que je m'en sers, après ça s'en va au vidange. Puis ça s'en va dans un petit sac, dans un petit bol, puis on ira chercher ce qu'on a de besoin. Cette composante-là, pas pratique. Fait cet aspect-là, il commence à être un peu tannant dans les Tiny Epics. C'est généralement des bons jeux qui méritent un espace de table un peu plus gros puis une fiche personnelle un peu plus grosse pour pas être obligé de rentrer dans la gimmick, de rentrer dans cette boîte-là. Surtout que pour un jeu micro, c'est une boîte qui rentre dans les poches de personnes, à moins d'avoir des pantalons cargo, fait que ça prend quand même un sac pour le traîner. Donc l'idée Tiny commence à être un peu fatigante. Mais c'est à peu près le seul défaut que je pourrais y retrouver. Je dirais qu'il est peut-être un peu long pour le type de mécanique que c'est. Ça reste un jeu de push your luck. Ça dure à peu près 1 heure à jouer, 1 heure et quart la première fois qu'on joue. C'est un poil trop long. Ça aurait pris un 15 minutes de moins pour une partie. Peut-être qu'avec des joueurs très habitués, c'est super rapide. Finalement, comme la thématique du jeu, c'est qu'on est une espèce de ligne qui se promène pour essayer de sauver le monde, c'est toujours un peu bizarre que le jeu soit compétitif. Peut-être qu'un jour, il y aura une extension pour le rendre coopératif, mais ça aurait été plus le fun si le jeu aurait été coopératif. C'est un peu le même problème que j'ai avec les jeux comme Legendary Marvel puis DC Comics, le Deck Building Game. On est tous des héros, mais c'est celui qui sauve le monde le mieux que les autres. C'est un peu bizarre au niveau de le fait qu'on compte des points de victoire à la fin d'une partie comme celle-là. C'est un peu spécial. J'aurais aimé qu'on raffine un petit peu la thématique de fin de partie, le côté compétitif versus coopératif, et pas naturel, je dirais, dans le jeu. Toujours au niveau de la thématique, je rajoute un petit aspect intéressant, c'est le mode solo. D'habitude, la plupart des jeux, j'aime pas vraiment le mode solo, il y en a certains qui sont intéressants. Celui-là, le mode solo, il est vraiment le fun, puis justement, on va chercher plus l'aspect Zelda. On se fixe un objectif de point de victoire à atteindre en début de partie. Il y a 2-3 petits changements au niveau de les règles, entre autres les cartes, les cartes de mouvement, ça devient une espèce de draft au lieu qu'elles soient toutes disponibles en début de tour. Puis la tuile de magie, on la retourne de bord, puis il y a des règles qui sont légèrement changées. Mais à 95%, c'est le même jeu. Puis on a beaucoup plus l'impression qu'on navigue le royaume, puis qu'on fait des donjons pour trouver des objets qui vont nous permettre de combattre les monstres sur le royaume. L'impression est beaucoup plus le fun. Le jeu est plus court, parce qu'on est seul à gérer ses décisions. Fait que là, il rentre dans la limite de temps que je trouve intéressante. Donc si vous êtes quelqu'un qui cherche des jeux solo qui se jouent bien, qui sont le fun, il prend un bon espace de table par contre là, pour un jeu solo, faut pas se le cacher, mais si vous cherchez des jeux qui sont le fun, qui sont bien rapides, faciles à jouer, puis au niveau thématique, qu'on est dedans, qu'on a l'impression de faire quelque chose de pertinent et d'important pour sauver le monde, c'est un jeu que vous allez adorer si vous aimez les modes solo. Malgré tout, c'est un jeu que je donne un très beau 8 sur 10. Je ne sais pas encore il va être combien en magasin, j'assume qu'il va être environ 35-40$. Il vaut la peine pour ce genre de jeu-là. Le jeu est petit, mais il y a énormément de composantes. La boîte, elle ferme pas tout à fait quand tout est dedans. Il y a beaucoup de cartes, le matériel est d'excellente qualité. Fait que si vous aimez ce type-là, si vous aimez une espèce de jeu d'exploration, mais mêlé avec une mécanique de push your luck, vous allez aimer ça beaucoup. Tiny Epic Quest. Sur ça, si vous avez des questions, commentaires, vous pouvez laisser ça dans le bas de la page comme à l'habitude, ça va me faire plaisir d'y répondre. Et à la prochaine fois pour un nouveau Kickstarter 101.